Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Faut-il investir via une SCI pour son premier achat immobilier? Écoutez, il n'y a pas de réponse à cette question parce que la question n'est pas la bonne. Il ne faut pas se poser la question de savoir si finalement il faut acheter en SCI ou pas pour son premier bien. Ce n'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est de savoir si le bien que vous voulez acheter, lui, doit être acheté en SCI ou pas. Voilà. La création et la mise en place d'une SCI ne dépend pas du nombre de biens que vous avez eu avant. Je sais qu'on a tendance à entendre que voilà, c'est ton premier bien, il vaut mieux l'acheter en nom propre, ça ne sert à rien de faire une SCI pour son premier bien. Toutes ces phrases-là, il faut les mettre de côté, il faut les oublier de suite. Donc on ne réfléchit pas par rapport à ça. La création de votre, le choix de votre régime fiscal ne dépend pas de votre passé, ne dépend pas du nombre de biens que vous avez. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Pour que vous compreniez un peu finalement l'architecture de la fiscalité française, je vous ai préparé un petit tableau dans lequel vous êtes tout en haut du tableau, vous voyez, et vous avez deux possibilités. Donc, soit vous choisissez d'acheter en nom propre, soit vous avez la possibilité d'acheter en SCI, d'accord? Donc ça, c'est la première étape. En deuxième étape, sur le deuxième niveau, vous allez avoir, pour le nom propre, vous allez avoir deux choix à faire. Soit vous achetez en location nue, soit vous achetez en location meublée. De l'autre côté, vous choisissez soit la SCI donc à l'impôt sur les revenus, soit la SCI à l'impôt sur les sociétés. Et en troisième niveau, donc vous avez un troisième niveau finalement pour la partie non propre, vous allez avoir pour chacune des sous-parties, donc c'est-à-dire le meublé et la location nue, vous allez avoir des forfaits ou des réels. Donc pour la location nue, vous allez avoir un régime forfaitaire qui va s'appeler le micro-foncier. Et pour la location meublée, vous allez avoir un régime forfaitaire également qui sera le micro-BIC. Donc ça étant dit, vous gardez bien en tête ce schéma-là. Je vous ai mis le lien en dessous pour le télécharger, éventuellement l'imprimer. Et n'hésitez pas à le mettre à côté de vous quand je vais vous expliquer la suite. Ça vous aidera à comprendre l'architecture et où je vais si ça va trop vite pour vous ou si c'est trop compliqué. Pour illustrer finalement ces exemples-là, on va partir sur 5 exemples, 5 typologies en fait de biens que vous allez forcément rencontrer, au moins un d'entre eux forcément dans votre vie. Lorsque vous allez acheter un bien, vous serez forcément confronté à au moins un de ces 5-là. Le premier bien qu'on va étudier, finalement, ça va être un bien qui sera sans travaux et que vous voulez louer en location nue. Le deuxième exemple, ça va être un bien avec travaux que vous voulez louer en location nue. Le troisième, ça sera une location meublée sans travaux. Quatrième, meublé mais avec travaux. Et là, vous me dites, il en manque un, qu'est-ce que ça peut être? En fait, il y en a un qu'on a tendance à oublier tout le temps. Finalement, c'est la location nue avec travaux, mais finalement avec des travaux qui ne sont pas éligibles au déficit foncier. Donc, retenez bien cette idée de déficit foncier. On en parlera tout à l'heure dans l'exemple justement que je vais faire, mais c'est une notion qui est importante et qui veut dire beaucoup de choses. Et on a tendance à entendre sur Internet que tout est, du moment qu'on fait des travaux, c'est déductible des revenus fonciers. C'est faux, c'est pas du tout vrai et on va justement en parler tout à l'heure. Donc pour le premier exemple, on va étudier un produit. Donc tous les produits seront à 100 000 euros. On va considérer que vous faites un emprunt à 100 000 euros dans tous les cas. La question qu'on va se poser à chaque fois juste, c'est se dire quelle est la part de travaux, quelle est la part d'achat. Donc ça, c'est le premier produit qu'on va étudier qui sera un produit, comme j'ai dit, en location nue et sans travaux. Donc, alors, je reprends mes petites notes parce que j'ai fait des petites notes moi aussi. En location nue, on va partir donc sur du 100 000 euros, 800 euros de loyer par mois. Donc, au final, ça nous fait 9 600 euros de loyer annuel. On va partir sur une taxe foncière qui sera de 800 euros également, pour donner en fait des chiffres, 800 euros. On va partir sur une assurance qui vous coûtera, donc l'assurance qu'on appelle PNO, c'est-à-dire propriétaire non occupant. C'est l'assurance que vous devez prendre même quand vous êtes propriétaire, que vous devez louer votre bien, 200 euros par an. Et en dernier point, il y a les intérêts d'emprunt. Alors là, c'est un peu compliqué finalement de partir sur une idée d'intérêt d'emprunt. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de la durée de l'emprunt que vous voulez faire et ça va dépendre du moment à laquelle on étudie le projet. C'est-à-dire que si vous êtes au début de votre achat, si vous venez d'acheter votre produit, vous aurez un intérêt d'emprunt qui sera très important. Si vous êtes à la fin, si vous êtes au bout des 20 ans, il sera nul, égal à 0. Donc j'essaie de partir toujours sur une moyenne pour ne pas être trop optimiste finalement en prenant en compte la valeur de la première année,
mais pas être trop pessimiste non plus, sinon on n'achètera pas ce bien-là. D'accord? Donc, je suis parti sur 1500 euros d'intérêt d'emprunt. Ok? Donc ça, c'est pour vous donner les chiffres. Avec ces chiffres-là, vous pouvez calculer pour tous les projets finalement, pour tous les typologies de biens et de régimes fiscaux, la fiscalité que vous allez avoir. D'accord? Pas besoin de logiciel, etc. Vous pouvez le faire. Donc là, je parle d'approximation. Ok? Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire rapidement avec une calculette. Donc, premier test. Donc, vous reprenez votre tableau là, que je vous ai montré tout à l'heure. En gros, premier test, vous allez l'étudier pour de la location nue, comme on a dit, et au régime forfaitaire, d'accord, donc micro-foncier. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est pas compliqué, on prend sa calculette, on calcule, on fait, j'allume, donc on fait 9600 à l'année, ok, sur lesquels on va avoir un abattement forfaitaire qui est de 30%, ok. Ça, c'est le forfait, ça marche comme ça. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va prendre en compte finalement que 70% de nos revenus fonciers. Ce qui fait 6 720 euros qui seront des revenus qui seront imposables finalement, qui seront imposables au titre des revenus fonciers. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Pour pouvoir calculer, il faut qu'on parte sur une idée de taux marginal d'imposition, d'accord, qu'on appelle TMI. Okay. Donc ça dépend finalement du salaire que vous avez actuellement ou des revenus que vous avez actuellement. On va partir dans le principe que vous avez un taux marginal d'imposition qui est de 30%. On va considérer que vous gagnez 40 000 euros à l'année. Okay. Donc ça, c'est sur le calcul. Donc si on part sur ce calcul-là, on va arriver en faisant, donc on a 6 720. Okay. Et on va faire quoi? On va faire tout simplement 45,5% de ce montant-là. Pourquoi 45,5? 30% le taux marginal d'imposition, 15,5% la CSG, CRDS, qui sont des charges sociales qui se rajoutent finalement à votre taux marginal d'imposition. Ce qui fait au final un total de 3 057 euros. Okay, donc 3 057 euros par an pour un produit qui vous rapporte, enfin qui génère finalement que 800 euros par mois. Okay. Ce qui fait finalement, si on divise par 12, ça nous fait quand même 255 euros par mois sur les 800 que vous allez redonner à l'État directement. Ça ne paraît pas vraiment le bon plan. On va étudier les autres pour voir ce que ça donne en différence. Donc ça, c'était le premier exemple. On va prendre maintenant le deuxième exemple qui va être d'étudier ce projet, mais au réel. D'accord? Donc plus en régime forfaitaire, mais en régime réel. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme différence? Eh bien, on va avoir les 9 600 euros de loyer, ça ne change pas, auquel on va déduire quoi? On peut déduire la taxe foncière, 800 euros, l'assurance, 200 euros, et les intérêts d'emprunt, 1500 euros. Ce qui nous fait au total 7100 euros. Mais finalement, on ne peut rien déduire d'autre. Donc on a 7100 euros, mais c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ces 7100 euros, on va, pareil, calculer notre imposition dessus, et on sera à 3230 euros. Et finalement, on va payer plus d'impôts en étant au réel sur ce produit-là que si on était resté en régime forfaitaire. Alors qu'on entend toujours qu'il faut passer au régime réel. Mais dans ce cas précis, en tout cas, c'était encore plus intéressant, malgré que ce ne soit pas vraiment intéressant, de rester en régime forfaitaire. Bon, maintenant, on se dit, on n'a pas eu beaucoup de chance avec la location, avec de la location en nom propre. Maintenant, on va étudier finalement l'achat sur de la SCI. D'accord? Donc, sur la SCI, on va commencer par la SCI à l'IR. En fait, c'est très facile, puisque la SCI à l'IR, vous allez avoir le même résultat finalement que sur le réel, d'accord, en location nue, donc sur l'achat en nom propre. Vous avez le même calcul, donc vous aurez la même fiscalité, 3230 euros. Ça change rien. Ok. Donc on va passer, on reviendra peut-être un peu là-dessus sur la location meublée. Donc c'est tout. Et maintenant, du coup, on n'a pas d'autre choix. On espère que finalement sur la SCI LIS, on aura plus de chance. Sur la SCI LIS, ce qu'il faut comprendre d'une SCI LIS, c'est que c'est une vraie société et que ça fonctionne comme une société comme la société de n'importe qui finalement. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le principe de l'amortissement. Le principe de l'amortissement, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture avec une société, que c'est une voiture de société, du coup, vous allez pouvoir amortir ce bien-là, de la manière qu'un téléphone ou une voiture, ou un ordinateur. Donc, votre voiture, par exemple, si vous l'avez payé 10 000 euros, vous allez pouvoir l'amortir sur 4-5 ans, ok? Et donc, vous allez tout simplement diviser 10 000 par 5, et ce montant-là, vous pourrez le déduire chaque année de vos revenus. Okay. Donc, on va faire le même principe finalement, mais avec des appartements.
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, sur les 100 000 euros d'achat, on va pouvoir amortir une partie, donc une partie seulement, sur vos revenus. On va amortir une partie, pourquoi? Parce qu'on considère que sur un appartement, l'appartement en lui-même va vieillir, mais il y a une chose, une valeur qui va rester et qui ne bougera pas dans le temps, c'est la valeur du terrain. D'accord? Et pour les approximations, on va partir sur 20%. On va considérer que 20% de la valeur de votre appartement, c'est le terrain. Okay? Donc finalement, on va amortir que 80 000 euros. Pour le calcul, on va partir sur une durée de 20 ans. On va considérer que votre bien, il va durer 20 ans. Okay? Donc partez toujours sur cette approximation-là, vous n'êtes pas trop déconnant. Donc on fait tout simplement 80 000 euros divisé par 20 et ça nous fait 4 000 euros par an. Okay? Donc 4 000 euros par an qu'on va venir déduire des 9 600 euros de loyer. Mais on va pouvoir déduire encore d'autres choses, finalement, comme quand vous étiez au nu en nom propre au réel. On va pouvoir déduire la taxe foncière, les intérêts d'emprunt et l'assurance. Ce qui fait au total qu'on est à 3 100 euros, d'accord, 3 100 euros de revenus imposables. Et contrairement au statut finalement du nom propre, on va avoir une grille d'imposition qui sera différente et qui sera indépendante finalement de votre taux marginal d'imposition. Pourquoi? Puisque vous allez être imposé à seulement 15% sur ce montant-là, parce que vous êtes en dessous des 38 120 euros de bénéfices sur cette société. D'accord? Donc vous avez un bénéfice sur cette société qui est de 3 100 euros, donc vous êtes imposé sur 3 100 euros à 15%. Ce qui fait seulement, en réalité, 465 euros par an. D'accord? Donc il y a 465 euros qui sont imposés par an, au lieu des 3 230 et des 3 057 euros des deux autres statuts précédents. Alors, attention quand même, à nuancer, ça paraît absolument extraordinaire, à nuancer tout de même, les 3 100 euros, d'accord? Finalement, si vous voulez, vous, après récupérer cet argent aujourd'hui est bloqué d'une certaine manière sur cette société. D'accord? Donc, si vous voulez ressortir l'argent de cette société, vous allez être imposé une nouvelle fois, finalement, sur vos revenus. Donc, avec, par contre, là, du coup, l'histoire du taux marginal d'imposition, etc. Donc, là, vous allez être réimposé une seconde fois. Mais, si vous réfléchissez de manière logique et de manière intelligente, vous pouvez toujours trouver une solution pour garder cet argent sur cette SCI et réutiliser cet argent pour réinvestir, faire des travaux, financer d'autres choses. D'accord? Donc, vous n'allez pas être réimposé. Donc, c'est-à-dire que les 3 100 euros ne vont pas être directement réimposés finalement sur le taux marginal d'imposition. Non. L'objectif, c'est de garder cet argent sur cette SCI et continuer à le faire fructifier dans la SCI. Donc ça, c'est le premier exemple. Donc vous voyez, en location, en gros, si vous devez faire un résumé, en location nue, sans travaux, c'est la SCI à l'IS qui est la plus intéressante. Donc maintenant, on va faire le deuxième exemple, qui est la location nue toujours, mais avec travaux. Avec des travaux qu'on va considérer déductibles. Donc imaginons qu'on est dans un appartement sur lequel on va remplacer les sols, on va faire la peinture, on va éventuellement isoler un mur extérieur, changer la cuisine, remplacer un WC, etc. Donc on va partir pour l'exemple d'un produit acheté à 50 000 euros avec 50 000 euros de travaux. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Premier exemple, le forfait, location donc, en nom propre, achat en nom propre au forfait. Tout simplement, ça sera exactement la même chose que l'exemple précédent. On sera à 3 057 euros d'impôt. Donc là, celui-là, on le met de côté, ça n'a pas l'air intéressant. Maintenant, on va étudier le régime réel. Et là, il va y avoir une subtilité. Il va y avoir une grosse différence en réalité. Pourquoi? Parce que les travaux qui sont donc, éligibles au déficit foncier vont être déductibles de vos revenus fonciers. Donc, tout simplement, vous avez 9 600 euros de revenus locatifs auquel vous allez déduire le montant de vos travaux, 50 000 euros, ce qui va vous laisser finalement 40 400 euros, auquel vous allez déduire encore finalement la taxe foncière, l'assurance et les intérêts d'emprunt, ce qui fait moins 42 900 euros. Donc moins 42 900 euros, c'est les revenus finalement de votre location pour cette année-là. Mais il y a une subtilité qui est un peu compliqué, c'est que sur ce régime-là, finalement, au réel en location nue, une partie de ce déficit, donc les moins 42 900, vont être déductibles de vos revenus globaux, c'est-à-dire vos revenus en tant que salarié. Donc,
et ce montant, il est forfaitaire, il est de 10 700 euros. Donc 10 700 euros qui vont être déduits directement de vos revenus. Donc on reprend l'exemple tout à l'heure, c'est-à-dire que on a considéré, on est parti sur le fait que vous ayez un revenu, vous, annuel en tant que salarié à 40 000 euros. Ça veut dire que sur les 40 000 euros, vous allez déduire 10 700 euros directement de votre salaire. Et du coup, vous serez imposable seulement sur moins de 30 000 euros. D'accord? Donc, ça fait quoi? Ça fait une économie, en réalité, qui est relativement importante puisque c'est 30% de 10 700. Donc 0,30 fois 10 700 et ça vous donnera finalement la réduction fiscale auquel vous aurez droit la première année. Ce qui fait au final un peu plus de 3 200 euros de réduction d'impôt, qui est quand même très important. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première année, premièrement, je ne paye pas d'impôt sur mes revenus fonciers, puisqu'on était en négatif. Donc là, pour l'instant, ça sent meilleur en tout cas par rapport aux autres. Donc ça, c'est le premier point. En deuxième point, on va avoir quoi? On va avoir finalement la deuxième année, qu'est-ce qu'on va avoir comme montant déductible? On va avoir nos 42 900 auxquels on aura déduit les 10 700. On aura déduit également dessus les 9 600 de loyer, la taxe foncière, assurance et intérêt d'emprunt. On se retrouve finalement avec un déficit en année 2 de moins 25 100 euros. Par contre, différemment de la première année, là, on n'a pas le droit et on ne va pas déduire les 10 700. Ça, c'est que pour la première année du déficit. Donc, en année 2, on va avoir moins 25 100 euros finalement de déficit foncier. En année 3, on fait le même calcul, on est à moins 18 000, année 4, moins 10 900, année 5, moins 3 800, ce qui fait que du coup, en année 6, on passe en positif enfin, d'accord? Enfin, malheureusement, on passe en positif à plus 3 500. Donc là, on va commencer finalement à payer des impôts sur vos revenus fonciers à partir de la 6e année. Et en 7e année, on aura 7 100 euros. Donc 7 100 euros, rappelez-vous, c'est la même chose finalement que le dossier précédent sur lequel il n'y avait pas de travaux. Donc en fait, on ne paye pas d'impôt en gros pendant 5 ans. La 6e année, on va en payer à peu près la moitié de ce qu'on payait en classique, c'est-à-dire à peu près 1 500 euros. Et en année 7, par contre, là, on se retrouve à payer 3 200 euros d'impôt. Donc, on a quand même 5 années, on va dire, de rab, mais à partir de la 6e année, on commence à repayer des impôts dessus, et la 7e année, on repart comme si on n'avait pas fait de travaux. D'accord? Donc ça, c'est important à prendre en compte. Donc ça, c'est important. Après, on a la SCI à l'IR. Donc SCI à l'IR, on va avoir la même chose que sur le réel. C'est pas compliqué. Donc on ne va pas l'étudier en particulier, c'est la même chose. Et en SCI à l'IS, ça va changer un peu les choses. Pourquoi? On va faire le calcul ensemble. On avait notre histoire d'amortissement. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait amorti 80 000 euros sur 20 ans. Donc là, le calcul va être un peu différent. D'accord? On va considérer un bien qui est à 50 000 euros. On va du coup amortir le bien en lui-même, d'accord, la valeur bâtie sur 20 ans. Et on ne prend que 80%. Donc 80% de 50 000, ça fait 40 000 euros. Donc sur ces 40 000 euros, on va diviser sur 20 ans. Et ça va nous faire 2 000 euros par an. D'accord? De déductible. Tout à l'heure, on avait 4 000, maintenant on a 2 000. Mais il y a autre chose qu'on peut amortir. Du coup, c'est les travaux. Donc, on va amortir sur les travaux. On a 50 000 euros de travaux. Et là, on ne va pas les amortir sur 20 ans, on va les amortir sur une plus courte durée. D'accord? On va imaginer qu'on va les amortir sur 10 ans. Donc là, je pars sur 10 ans d'amortissement. Ce qui fait quoi? 50 000 euros sur 10 ans, ça fait 5 000 euros. Donc 5 000 euros par an. Donc là, on a quoi? On a 5 000 euros par an plus 2 000. Donc déjà, on est à 7 000. Donc on est à 7 000 euros. Sur les 7 000 euros, on va rajouter quoi? On va rajouter encore, on va rajouter encore les intérêts d'emprunt, on va rajouter encore l'assurance et la taxe foncière. Ce qui nous fait un total de 9 500 euros. 9 500 euros pour un loyer à 9 600 euros. Donc finalement, on aura seulement 100 euros de revenus imposables sur ce produit-là. Donc 100 euros, 15%, 100 euros, 15 euros. Donc 15 euros d'impôt sur un produit en SCI à l'IS pendant 10 ans. Donc là, c'est vrai qu'on le voit
De ce côté-là, on dit, ah, c'est quand même pas mal, d'accord? C'est quand même pas mal de voir ça sous cet angle-là, ok? Alors, il y a une petite option qu'on peut utiliser, parce qu'on n'a pas parlé de la SCI à l'IR, il y a une petite option qu'on peut utiliser, c'est se dire, et c'est possible, écoute, au lieu de le faire au réel avec 5 ans ou 6 ans sans impôt, je vais le faire en SCI à l'IR, ok? Et au bout de mes 5 ans ou 6 ans, quand je vais commencer à payer des impôts, à ce moment-là, je vais passer en SCI à l'IS et je vais commencer mon amortissement. Mais attention, on pourra commencer un amortissement, ok, mais on pourra amortir seulement les 50 000 euros d'achat et pas les travaux, puisque vous les aurez déjà amortis. Okay. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser et vous pouvez faire le calcul vous-même et vérifier que ça fonctionne. Donc ça, c'était l'exemple de la location nue avec travaux déductibles au revenu foncier. Voilà. Donc on a vu toutes les formes liées à la location nue, en tout cas les deux premières qu'on devait étudier. Maintenant on va étudier la partie meublée, d'accord? Avec en premier finalement la partie meublée sans travaux. Alors sur la partie meublée sans travaux, de la même manière que la partie nue sans travaux, on va avoir le régime forfaitaire en premier, d'accord? Et le régime forfaitaire, au lieu d'avoir un abattement qui est de 30%, on va avoir un abattement qui est de 50%. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 9 600 euros, on divise par 2, tout simplement. On obtient 4 800 euros de revenus imposables. Et du coup, ces 4 800 euros, eux, sont imposés à 45,5%, ce qui fait 2 184 euros d'impôt. D'accord? Donc, si on compare deux produits similaires finalement, et je me dis, bon, j'hésite entre faire du meublé ou du non meublé, si on reste sur le principe du forfait, en tout cas, il y a un vrai intérêt à passer en location meublée. Là, on est parti sur un loyer identique, d'accord? On considère que c'est le même loyer, hein, d'accord? Donc, on est finalement à 2184, alors que tout à l'heure, si on se rappelle bien, on était à 3057 euros, d'accord? Sur le même produit. Donc, ça fait quand même 900 euros de différence. Ensuite, on va voir quoi? On va voir le régime réel, d'accord? Toujours en nom propre, en régime réel. Eh bien, en fait, on va reprendre, pour le calcul, on va reprendre tout simplement le calcul de la SCI à l'IS sur le premier exemple. Ok? Donc, vous suivez, premier exemple, si je reprends mes notes, SCI à l'IS, on avait un amortissement, vous savez, de 80 000 euros sur 20 ans, ça faisait 4 000 euros par an, et on obtenait 3 100 euros de revenus. Okay. Mais ce montant-là, on va le réutiliser. Okay. Donc, c'est les 3 100 euros. Et sur ces 3 100 euros, on ne va pas être imposé à 15,5%, à 15%, pardon, comme la SCI à l'IS, mais on va être imposé à 45,5%, ce qui nous fait 1 410 euros. Donc, pour deux produits là qui sont totalement comparables, donc forfait réel, il n'y a absolument aucune différence dans la manière de louer, dans la manière de gérer le bien, on va avoir plus de 600 euros de différence finalement par an sur ce produit-là. Donc là, il est clair que le forfait, on l'oublie finalement sur la partie meublée. Okay, donc ça, on le met de côté. Sur la SCI à l'IR, comme je vous ai dit tout à l'heure, la SCI à l'IR, vous avez le droit de faire du meublé que si c'est vraiment très très minime, c'est-à-dire en gros 10% finalement de votre patrimoine de la SCI. Okay, donc là, si c'est votre premier achat, évidemment, c'est impossible. Donc, on oublie la SCI à l'IR. Et sur la SCI à l'IS, ben, c'est tout simple, on reprend exactement ce qu'on a vu dans la SCI à l'IS du premier produit. Okay, et au final, on va avoir un produit qui sera égal, d'accord? On est exactement similaire puisque l'amortissement se fait de la même manière. Donc, on aura 465 euros d'impôt à payer sur ce produit. Donc ça, c'était assez facile. Finalement, c'était le meublé sans travaux. Maintenant, le meublé avec travaux. Vous verrez que tout ce qu'on a fait précédemment sur les autres exemples vont nous servir. Hein, voilà, ça va nous servir. Donc, sur le régime forfaitaire, qu'est-ce qu'on va avoir? Régime forfaitaire, ben, la même chose, puisqu'en réalité, sur le régime forfaitaire, on ne va pas déduire les travaux. Donc, on a pareil, 50% d'abattement, même sur un produit qui a 50 000 euros d'achat, 50 000 euros de travaux. Maintenant, donc ça fait 2 184 euros d'impôt. Maintenant, sur le régime réel, okay, on va avoir une différence, puisque on va amortir le bien, d'accord, l'achat, 50 000 euros, donc enfin 80% de 50 000 euros, c'est-à-dire 40 000 euros, et on va amortir les travaux, 50 000 euros. Ce qui nous fait au total, on l'avait calculé, rappelez-vous, dans le deuxième exemple sur la SCI à l'IS, on avait un revenu qui était de 100 euros, finalement, 100 euros annuels. Ce qui faisait 15 euros sur une SCI à l'IS, mais ce qui fait en fait 45,5 euros sur ce
qu'on appelle LMNP, donc loueur meublé non professionnel, ce qui est le réel finalement du meublé, ok, ça nous fait 45 € d'impôt en gros. Donc vous voyez la différence finalement avec un produit au forfait qui a 2184 € d'impôt et un régime réel qui est à 45 €. Et dessus, il n'y a pas d'autres frais à prévoir. Hein. C'est-à-dire que ces deux chiffres sont vraiment comparables. Ce n'est pas comme la SCI LIS sur lequel l'argent est bloqué. Là l'argent n'est pas bloqué. C'est juste que vous avez 2100 € de différence, c'est-à-dire quasiment 200 € par mois de différence finalement d'imposition. Ce qui est absolument énorme. Donc sur la SCI LIR, pareil, hein, comme tout à l'heure, donc on ne peut pas en faire. Et la SCI LIS, eh bien, finalement, on a déjà fait le calcul tout à l'heure puisque c'est la même chose qu'au réel, ok, et on va payer 15% dessus, ce qui fait 15 €. Donc ça c'est cet exemple-là sur le meublé avec travaux et le meublé sans travaux. Maintenant, on va parler d'un autre que je vous avais dit, c'était le fameux 5e, qui est la location nue, ok, la location nue avec travaux, mais avec des travaux qui sont non éligibles au déficit foncier. Alors, qu'est-ce que c'est que le déficit foncier au final et qu'est-ce que c'est que les charges déductibles au revenu foncier? Donc, vous allez avoir 3 éléments finalement qui vont être déductibles de vos revenus fonciers. Vous allez avoir la réparation, d'accord, les travaux de réparation, les travaux d'amélioration et les travaux d'entretien. Hormis ces travaux-là, les autres travaux ne sont pas déductibles des revenus fonciers. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travaux, normalement, si vous découpez un appartement en deux, si vous réunissez 2 appartements ensemble, les travaux liés finalement à tout cet aménagement-là ne pourront pas être déductibles de vos revenus. Donc, quand on a vu sur l'exemple 2 et l'exemple 4, qui sont des exemples avec travaux, où on a fait de l'amortissement des travaux dans certains cas et surtout la déduction. Moi, je parle surtout de la déduction des travaux, je parle de revenus fonciers. Revenus fonciers, ça veut dire location nue. Okay, donc, sur les revenus fonciers, finalement, on avait déduit des choses, vous vous rappelez, et c'est pour ça qu'on avait du déficit foncier et qu'on ne payait pas d'impôt pendant 5 ans. Et bien là, si vous faites des travaux, par exemple, comme je dis, de regroupement de 2 appartements ou de découpe de 2 appartements, ou si vous aménagez des combles, par exemple, si vous faites une extension à l'appartement, si vous faites une extension à votre maison, si vous rajoutez des pièces, de la surface au sol, toutes ces choses-là ne peuvent pas être prises en compte finalement dans les charges déductibles de vos revenus fonciers. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on reprend, donc là je parle de location nue, d'accord? C'est important. Si on reprend l'exemple que j'avais fait, dans la location avec travaux sur le réel en location nue. Sauf que si on considère qu'aucun travaux n'est déductible, eh bien, tout simplement, on va se retrouver dans exactement la même position que si on achetait un bien sans travaux. D'accord? C'est exactement la même chose si on fait un calcul au réel, okay, à une variation près. C'est que finalement, les intérêts d'emprunt qu'on avait déduits sur la totalité, aujourd'hui ne sera plus possible. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas déduire les 1500 € d'intérêt d'emprunt, on en pourra déduire seulement la moitié, puisque les intérêts d'emprunt liés aux travaux qui ne sont pas déductibles aux revenus fonciers ne pourront pas être déduits eux non plus. Donc on perd, entre guillemets, les bénéfices de 50% des intérêts d'emprunt. Donc au final, si on loue et si on achète ce bien au réel, d'accord, au réel, en location nue, à ce moment-là, il est encore moins intéressant qu'un produit qu'on aurait acheté sans travaux. Voilà. Donc ça paraît dingue, mais attention à ça. Par contre, une chose pour laquelle c'est quand même intéressant et ça reste similaire, c'est la SCI à l'IS. Sur une SCI à l'IS, l'amortissement sera le même. Que vous fassiez des travaux qui soient éligibles ou pas au déficit foncier, ça n'a pas de rapport. Ça va s'amortir de la même manière. Donc ça, ce que je vous dis, c'est valable uniquement pour de la location nue, okay, au réel, en achat au nom propre. Okay. Donc voilà, mais par contre pour la SCI, ça ne change rien. Et pour le meublé, ça ne change rien non plus, puisque à la SCI, à l'IS ou en nom propre en meublé, d'accord, donc le LMNP au réel, à ce moment-là, on va pouvoir amortir de la même manière. Donc celui-là, c'était juste pour vous expliquer que si vous souhaitez faire la location nue au réel et que vous achetez en nom propre, à ce moment-là, attention au fait qu'il y ait des travaux qui soient déductibles des revenus fonciers, voilà, qui soient vraiment éligibles au déficit foncier. Donc voilà pour cette partie sur la fiscalité.
Donc au final, vous voyez bien que tous ces exemples-là, alors il y en a peut-être beaucoup, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais vous allez le reprendre à tête reposée pour vraiment tout analyser et voir si vous avez déjà repéré un produit, dans quelle case il doit rentrer et comment vous allez faire votre calcul pour essayer de prévoir l'imposition que vous allez avoir. Ok. À ce moment-là, vous vous rendez bien compte quand même que c'est le produit qui va vous guider, c'est le produit qui va vous guider vers le type d'achat, d'accord, que vous allez faire. Et en fonction de la rentabilité de votre projet, en fonction des chiffres finalement, là c'est des exemples, mais en fonction des chiffres réels que vous allez avoir par rapport à vos revenus, c'est-à-dire que si vos revenus, vos loyers sont plus importants, à ce moment-là, ça sera d'autres formats qui seront plus intelligents pour vous en termes de régimes fiscaux. Voilà. Plus vous allez avoir une rentabilité importante, d'accord, plus le principe du forfait sera intéressant. Mais il ne faut pas forcément l'utiliser. Hein. Mais je dis juste que plus il aura un intérêt. Pourquoi? Parce que l'amortissement que vous allez faire finalement sur un produit avec une grosse rentabilité, il va être négligeable par rapport à la valeur de vos loyers. Okay, si, un exemple rapidement pour que vous compreniez, si vous achetez ce même produit à 100 000 euros, mais que vous avez 2 000 euros de loyer mensuel qui tombe, à ce moment-là, on n'a pas 9 600 euros de revenus mensuels, mais on a 24 000. Ce qui change tout. Ça veut dire que même en SCI LIS, si on avait 9 500 euros, vous vous rappelez de déduits sur les 9 600, à ce moment-là, on a 9 500 toujours, mais finalement qui seront déduits sur 24 000. Donc finalement, on paiera quand même beaucoup d'impôts et on aura la valeur qui sera beaucoup moins amortie. D'accord? Donc ça, c'est pour que vous compreniez. Donc je sais que c'est un peu compliqué cette partie-là et c'est pour ça qu'elle est plus longue que les autres, mais c'est vraiment important que vous compreniez ça et que vous sachiez un petit peu, même si vous ne savez pas forcément tout faire, mais que vous compreniez un petit peu finalement l'architecture de l'imposition en France et vers où à peu près vous dirigez en fonction de la typologie de biens que vous allez repérer. Et des fois, vous allez changer d'avis en disant sur ce produit-là, finalement, il serait peut-être plus intelligent de faire du meublé parce que la fiscalité serait quand même beaucoup plus avantageuse. Alors, il faut vérifier évidemment que le produit s'y prête et que vous n'avez pas acheté un F5, que vous n'allez pas faire du meublé dans un F5, mais parfois, ça peut vous guider en vous disant au final, tant pis, la location nue c'est sympa, mais là le produit ne s'y prête pas parce que je vais me faire massacrer en imposition. Et là, à ce moment-là, il faut réfléchir à une autre technique. Voilà. Donc, voilà, chaque produit aura une spécificité et aura un régime fiscal qui sera plus adapté. Donc l'objectif, c'était essayer de vous faire comprendre quels étaient les meilleurs objectifs en fonction de votre typologie de biens et typologie de location. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, on enchaîne sur la suite. J'ai failli oublier de vous dire un truc. Alors, quand même, qu'on revienne un peu sur la SCI, qui a l'air quand même assez intéressante quand on voit toutes les analyses qu'on a faites. On va quand même parler des petits désavantages qu'il y a rapidement. Sur la SCI à l'IS d'abord, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est-à-dire que il y a une comptabilité à tenir, d'accord? Donc il y a des frais de comptabilité qui ne sont pas pris en compte là-dessus. Okay, donc ça c'est important. Les prix c'est assez difficile à dire. Allez voir un comptable et allez lui demander qu'il vous fasse une proposition pour la gestion de vos comptes, etc. Donc ça c'est la première problématique. La deuxième problématique de la SCI à l'IS, c'est les banques, d'accord? C'est-à-dire, c'est la réaction des banques vis-à-vis du fait que vous achetez en SCI LIS. C'est vrai qu'ils n'aiment pas trop ça. Et c'est parfois un peu compliqué d'obtenir un financement en SCI LIS. Okay, donc, une des solutions qui peut exister finalement pour passer cette problématique de SCI à l'IS, okay, c'est simplement d'acheter votre bien en SCI LIR et de la passer ensuite à l'IS. Okay, donc, en fait, vous faites toutes vos démarches en SCI LIR. Okay, vous allez faire votre demande d'emprunt en SCI LIR. Et une fois que vous avez votre emprunt, vous passez l'option à l'IS, d'accord? Et à ce moment-là, vous n'êtes plus embêté avec cette problématique, même si il peut y encore avoir des banques qui vous embêtent sur le fait que vous soyez en SCI. Ça arrive, c'est un peu embêtant, mais ça arrive. Voilà, bon, à ce moment-là, changez de banque, hein, vous embêtez pas, c'est que c'est pas la bonne. Hein. Si elle veut même pas vous prêter en SCI LIR, c'est que c'est pas la bonne banque. Donc, vérifier cette problématique-là quand même, il faut quand même prendre en compte, comme je vous dis, sur la SCI LIS, le fait qu'il y a une comptabilité à tenir. Voilà, c'était quand même des points importants qu'il faut prendre en compte. Sur la SCI LIR, vous pouvez le faire vous-même, d'accord? Ce n'est pas obligatoire. Sur la SCI LIS, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Ce sera forcément fait par un comptable.